c'est parti. Ça tombe bien. Bonsoir Édouard Viergeon. Bonsoir. Alors comment est-ce qu'on doit vous présenter Est-ce qu'on vous présente comme journaliste, réalisateur, restaurateur, fils et petit-fils de paysans? Ça c'est vous qui l'écrivez dans le livre. Ouais. Vous avez même, vous-même je crois, votre bac pro agricole. Ah oui, c'était important de pouvoir être crédible de mes pères. J'ai grandi dans une ferme avec un père agriculteur et des grands-parents agriculteurs. Et moi-même, j'ai travaillé jusqu'à à peu près 20 ans. Et puis, j'ai la terre qui colle à mes baskets, même à Paris, en région parisienne. Et je suis souvent aussi à la campagne. J'y passe un tiers de mon temps, même la moitié de mon temps. Parce que j'ai besoin d'être connecté à la campagne, aux agriculteurs, aux agricultrices, parce que c'est pas de Paris qu'il est facile d'en parler en fait. Et vous en parlez entre autres dans les films que vous réalisez. Il y a 2 ans, on vous a découvert, il y a même plus que 2 ans, on vous a découvert dans votre film Au nom de la terre. C'est ça. Voilà, on voit des images ici. C'était un film avec Guillaume Canet. Ça raconte la vie de votre papa, agriculteur, qui s'est tué à la tâche. Un film qui a ému 2 millions de spectateurs. C'était Dingue. Et votre mantra aujourd'hui, puisque vous poursuivez le combat, c'est relier la fourche à la fourchette, ou l'inverse d'ailleurs. C'est essentiel en fait que de connaître nos agriculteurs. C'est un métier essentiel l'agriculture. Il ne faut pas oublier que tous les jours, notre assiette elle est remplie par les agricultrices, par les agriculteurs. Puis c'est un métier porteur de sens. C'est essentiel, essentiel et à sens. Aujourd'hui, on le voit, la jeune génération elle a besoin de sens. Et puis s'il y a bien un métier qui demain prendra soin de nous, de notre santé et puis de la planète, c'est bien l'agriculture. En tout cas, ceux qui travailleront la terre. Alors pour replanter des arbres, il y a un très beau reportage dans le livre d'ailleurs. On va en parler de ce livre justement, on va en parler. Et puis... Vous citez ce livre, ouais. On peut peut-être le présenter justement. Ça s'appelle « Cultivons-nous bien manger avec les paysans d'aujourd'hui ». C'est un peu hybride, c'est un objet un peu hybride parce que comme vous le voyez, c'est entre le très beau magazine, le livre, et dedans vous avez des romans graphiques, voilà, de la BD qu'on voit là, du reportage photo, des entretiens, des interviews, des fiches techniques. On a même des recettes de cuisine à la fin avec des produits de saison. Je parlais d'enfants qui replantent des arbres, en fait. C'est essentiel, en fait. Mais faire mettre les mains dans la terre à tous ces enfants avec les classes scolaires. On a fait ça sur les terres de mon père où j'ai grandi, où nous-mêmes on avait arraché les haies il y a 30 ans, mais on ne savait pas, et on a arraché les haies, et là on les a replantées. C'était porteur de sens. J'étais avec Guillaume Canet, justement, qui est parrain du livre, et je sais que les enfants, ils reviennent avec leurs parents le week-end pour dire « Regardez, j'ai planté ça ouais. ». Et un arbre, c'est important, ça crée de l'air, ça crée de l'eau, ça fait baisser la température avec le réchauffement climatique. Il y a des enjeux qui sont incroyables. C'est ça l'innovation qui va nous permettre de sortir en fait de la dichotomie aussi, de segmenter et d'opposer finalement les agriculteurs et les consommateurs. On entend évidemment beaucoup de questionnements sur la manière d'utiliser les pesticides, les cultures bio ou pas bio, la mondialisation et puis l'agriculture intensive. Alors, vous allez justement dans votre livre là, et on a commencé à en parler à la rencontre de nouveaux paysans, de jeunes et moins jeunes paysans, mais ceux qui révolutionnent à leur manière. Beaucoup de femmes aussi. Et beaucoup d'agricultrices. En effet, des portraits incroyables. Je pense à Flavie. Alors elle est urgentiste et éleveuse de chèvres. Il y a Jacques qui est fermier et accompagnateur de prisonniers, ou encore Anne-Cécile, une autre femme sortie de Harvard et qui a repris la ferme familiale. Et qui a bossé dans un cabinet à la Défense, et la vie a fait qu'elle a dû reprendre la ferme à cause de son papa est parti trop tôt. Mais elle crée sa marque de viande, puisque pour créer de la valeur, elle fait de la viande conventionnelle, mais en même temps elle a un verger bio. Enfin en gros, il y a toutes les formes d'agriculture qui sont chez elle, parce qu'en fait, toutes ces agricultures bio, pas bio, elles doivent toutes coexister, parce qu'on n'a pas forcément tous les moyens d'acheter du bio, par exemple. Il y a également Lucie, je pense à elle, elle est éleveuse de poules, et elle a sa chaîne YouTube. C'est une ex-prof de français qui a 15 000 poules pondeuses. C'est pas tant que ça, 15 000. En Vendée. En Vendée, en plein air, 15 000 sur un bâtiment, il faut le remettre, c'est pas tant que ça. Et en fait, elle, avec son téléphone, elle se raconte, elle fait des tutoriels, elle raconte ses poules, comment elles grandissent, comment les œufs arrivent. Elle a son compte Twitter. Voilà, c'est effectivement son compte Twitter. Et elle, par exemple, pour la petite histoire, elle est passée en bio, mais là, elle vient de repasser en conventionnel. Ah, alors ça c'est très intéressant parce que le bio est souvent présenté quand même comme la panacée dans l'assiette, mais aussi peut-être le chemin pour l'agriculture du futur. Alors oui. Vous dites pas forcément. Ouais, pour l'agriculture du futur, si. Plus on se passera de chimie ou de produits, bien sûr que c'est mieux. Mais est-ce que c'est possible? La preuve, regardez Lucie. En tout cas, est-ce qu'il y a... Elle fait marche arrière. Parce qu'il y a pas, soit il n'y a pas de débouchés, soit il y en a trop. Enfin, il y a une surproduction. C'est la même chose sur le lait. Et ça va bientôt arriver sur la viande. Alors pourquoi elle recule et elle lâche finalement le bio? Parce que sa coopérative, en tout cas, lui dit reviens au plein air, puisqu'à un moment donné, il n'y a pas le débouché. Ça veut dire que les consommateurs, ça ne leur parle pas. Alors ça parle peut-être
depuis certains centres-villes. Citadins. Peut-être, très bien, mais à un moment donné, on n'est pas encore dans quelque chose de tout bio, c'est plus cher. Et puis, l'argument aujourd'hui, c'est plutôt le local, le français, le plein air. C'est toujours mieux d'avoir un agriculteur, une agricultrice face à soi. Déjà, quand on peut instaurer un dialogue, on sait d'où ça vient. Et puis, le coût carbone, il n'est pas important quand c'est du local. Des fois, du bio qui vient de très, très, très loin, c'est pas forcément mieux. On voit le côté très positif avec ces jeunes portraits d'agriculteurs, ceux que vous suivez aussi. On suit Mathieu qui a repris la ferme aussi, de ses parents à 29 ans. C'est un portrait, on est dans le Puy-de-Dôme, un roman photo absolument passionnant. Pendant 16 ans, Pablo Chignard, qui est un photographe, a suivi cet éleveur de vaches. Et c'est extraordinaire puisqu'on voit évoluer cet homme, on voit qu'il est seul, puis on le voit avec ses copains, puis on voit la famille qui s'agrandit, puis on le voit sécher. Séparation. On voit la séparation, on voit qu'il passe au bio justement, on voit la sécheresse, son corps se sécher comme les champs, parce que c'est dur, on le voit sous les charges administratives. Il dit lui-même, j'aurais voulu être paysan d'autrefois, le problème c'est que je fais paysan d'aujourd'hui, tu nourris tout un système pour gagner une misère. Et c'est vrai que si on regarde les derniers chiffres du ministère de l'Agriculture, c'est plutôt alarmant, parce qu'en 10 ans, il y a 100 000 exploitations agricoles qui ont disparu en France. Alors ça, c'est alarmant, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les exploitations vont sûrement grandir. Après, ce n'est pas forcément un problème qu'elles grandissent, puisqu'on reste avec un modèle familial. On n'est pas en Hollande, en Pologne, en Ukraine. De l'agriculture intensive. Oui, mais ce qui est important, c'est le modèle. Quel modèle on choisit? Il faut créer du sens, il faut créer de la valeur, et il faut redonner de la vie au sol, il faut respecter les animaux, ce qu'ils font les agriculteurs. Il ne faut pas oublier qu'ils travaillent bien, les agriculteurs français. Vous parlez d'ailleurs de cette fameuse troisième voie dans le bouquin. Il y a même un chapitre qui s'appelle « Reprendre la main ». Et vous parlez entre la culture conventionnelle, la culture biologique. Je pense à François Becquet, il est en Anjou, 29 ans. Lui, il élève des vaches avec une terre pas labourée, la biodiversité, des lombriques, des bactéries, des champignons qui permettent d'avoir une terre absolument de qualité et vivante. Exactement. Je voulais vous montrer également la une, puisqu'on parle de nourriture et de bonne bouffe. La une du Figaro magazine de ce week-end. Et alors, voilà ce qui titre « Face aux diktats hygiénistes et aux véganes, la revanche de la bonne bouffe ». En parallèle, on a les maires écolos qui interdisent le foie gras dans les réceptions. Est-ce que finalement la nourriture est devenue politique aujourd'hui? En tout cas, on est français, on parle de bouffe tout le temps, on en parle avant, pendant le repas et tout. En tout cas, dès qu'on en parle, en tout cas, à la fin, quand on se met autour de la table, même si on n'est pas d'accord, à la fin, généralement, on s'est bien parlé, on a bien mangé et on est généralement d'accord. Ce qui est important, c'est de trouver des solutions. Dans le livre, ce que j'ai voulu montrer, c'était de la jeunesse, des solutions et que c'est possible. Et que c'est l'agriculture, la terre, l'environnement, ce sont des métiers d'aujourd'hui, de demain, mais ça doit être présent tout le temps, partout. Et ça devrait être un peu plus présent dans la campagne politique qui s'annonce. On n'en parle pas beaucoup quand même de l'agriculture, du sort de nos agriculteurs. On importe 30% de nos produits depuis l'étranger. L'idée, c'est d'être autosuffisant, hein, mais on n'est pas bien parti là. Donc, comptons sur celles et ceux qui nous nourrissent. Et vous travaillez d'ailleurs, vous rencontrez les ministres et vous travaillez avec le gouvernement pour leur faire un peu... Mon film a déclenché une mission parlementaire sur le mal-être et la prévention suicide que j'ai accompagné avec un député du Lot-et-Garonne, Olivier Damésins, qui a donné lieu à un rapport, une feuille de route qui a été remise il y a un mois avec le ministre de l'Agriculture, de la Santé, où j'étais présent. C'est important, le film a fait bouger les lignes, moi je continue à accompagner, et puis en racontant nos savoir-faire, en les faisant savoir, c'est là qu'à un moment donné, en donnant envie de revenir dans les campagnes, dans les fermes, et pas seulement que pendant le Covid. Il y a eu cette mode-là, mais il faut y revenir, et puis voilà, il faut s'installer. Cultivons-nous, bien manger avec les paysans d'aujourd'hui. Avant de s'installer, on peut déjà acheter ce bouquin et le lire, parce que c'est passionnant. Il y a plein de recettes pour tous ceux qui, en plus, n'auraient pas encore d'idées pour le réveillon. Il faut se dépêcher. Plein de beaux dessins, voilà, c'est aux éditions Les Arènes. Merci. Merci à vous. Tout de suite, c'est dans l'air. Bonne émission.